mon nouveau slogan, c'est ne fais jamais confiance à un montagnard qui te dit que c'est roulant. Voilà, et ça va être mon intro de vidéo, tiens. Yo les trailers, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ouais, je me suis tapé 250 de D+, pour trouver ce spot qui est à peu près sympathique, parce que autant en profiter. Ouais, je fais pas de la pub pour Dynafit, mais c'est juste que c'est le t-shirt de participation, et le t-shirt finisher, c'était un gilet, donc j'ai pas porté un gilet. Juste, la vidéo va être très longue, c'est du débrief, donc dans la description, comme d'habitude, il y a la liste de toutes les questions, tous les times, et voilà, bon, si vous voulez faire des raccourcis, c'est là que ça se passe. Bon, revenons sur l'échappée belle. Donc c'était il y a 2 semaines du coup, au moment où on voit cette vidéo. J'ai toujours pas réussi à quitter mon petit bracelet. Du coup c'était 148, quasiment 49 km avec 11 400 mètres de dénivelé positif à travers Beldon. Donc Beldon c'est où? C'est Grenoble. Donc là on est parti de Visil jusqu'à j'ai oublié le nom de l'arrivée, Aiglette, un truc dans le genre, je ne sais plus. Pour vous dire que ça m'a marqué, non mais c'était la fin, c'est normal. Et du coup c'était quand même une des courses les plus exigeantes pour moi jusqu'à présent. Alors effectivement physiquement j'ai pas été trop marqué par cette course là parce que les rythmes ils n'étaient pas non plus fous, hein. Vous voyez, on a fait un 3-7 de moyenne sur toute la longueur de la course, mais disons que le terrain nous a pas permis de dérouler, donc c'était vraiment un trail très atypique pour nous. C'est du trail de montagne, on n'a pas l'habitude, d'habitude on a vraiment l'habitude de dérouler, et là on peut dire que si on a déroulé 15 km sur les 149 km, et c'était une belle performance. En tout cas bon voilà, le slogan c'est plus belle plus dur. Tout est dit, il n'y a pas vraiment de questions à se poser là-dessus, parce que effectivement on en prend plein les yeux autant qu'on en prend plein les jambes, mais en soi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas été trop marqué physiquement par cette course là. Bon, effectivement ça fait mal, 11 400 de D+, ça, il faut se les manger, mais en fait le fait d'avoir cette petite routine de montée tranquillement, sans se presser, sans stresser ses muscles, et ça a permis vraiment de s'économiser tout le long du parcours. Et je pense que c'est la première fois que je suis autant en forme du début à la fin de la course, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Et c'est aussi la première fois que je suis autant en phase, je crois, avec Fred, parce que à aucun moment il y a eu de l'énervement, à aucun moment on s'est tapé dessus, et non, je sais pas, voilà, franchement cette course-là, elle est passée nickel du début à la fin. Alors l'avantage aussi, j'en parlerai tout à l'heure, c'est que la gestion de la nuit est un peu particulière, parce que comme on est parti tôt le matin, on n'a pas vraiment une nuit, et en fait on n'a fait qu'une seule grosse nuit. Donc voilà pour cette introduction qui fait déjà 2 minutes. Juste pour vous donner un dernier chiffre, l'échappée belle du coup, c'est 75 mètres de dénivelé au kilomètre, voilà, en moyenne sur toute la course. Voilà, ce qui peut vous donner quand même une bonne idée de l'ampleur du truc, quoi. Sachant qu'il y a beaucoup de cailloux aussi. Alors juste pour vous le rappeler, voilà, cette course, nous on a mis 41h25 pour la boucler. On avait plutôt prévu entre 38 et 40, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que autant dans les montées, dans la première section, ça s'est très bien passé, que sur le première descente, on a commencé à se faire des petites frayeurs parce qu'on voulait prendre du rythme, et on a commencé à se faire des petites frayeurs sur des poses de pied un peu aléatoires, un peu difficiles, et voilà, ça nous a pas mal calmé, mais ça je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors comment moi je suis arrivé sur cette course? Je vous avoue que je manquais clairement de préparation, j'ai eu une année qui était assez difficile en termes de préparation, de motivation, de forme, et en quelque sorte, j'appréhendais pas plus que ça de venir sur l'échappée belle, même si je savais que c'était quand même un des plus gros morceaux qu'on avait jamais fait. En soi, c'est marrant de te dire que c'est que 144 km, mais c'est pas que 11 400 de D+. Mais en soi, voilà, on savait qu'on n'allait pas avoir des rythmes qui allaient être ultra imposés, ultra intenses. Et du coup, voilà, je sais que mon corps, il répondait bien du coup à toutes ces randonnées, toutes ces choses que j'ai pu faire pour me préparer en dehors du trail que j'ai pas forcément fait de manière très assidue. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à me remettre en forme et dans le mood, et du coup je suis arrivé très détendu. Alors ça, pour le coup, je suis arrivé très détendu sur la course, mais je suis arrivé en condition de forme physique plutôt moyenne, en confiance, parce qu'une fois de plus j'étais avec Fred, et avoir Fred avec moi c'est toujours un allié de force, mais j'avais aussi cette crainte que Fred soit vraiment trop en forme et qu'il se décide à vraiment partir, et que du coup le suivre ça allait être un peu compliqué, mais franchement je suis rentré dans la course direct dès le début. Je me suis pas posé la question, mais bordel, qu'est-ce que je fous là? C'est ce qui m'était arrivé sur la montagnarde, parce que la montagnarde, vous savez, c'est en termes de dénivelé, on a 73 mètres au kilomètre. Là, on était à 75 mètres au kilomètre, donc c'est très proche. C'est juste la différence entre la montagnarde et l'échappée belle, c'est la nature du terrain, quoi.
Mais du coup, c'est une bonne prépa et pas pouvoir la finir, du coup, ça a été un peu perturbant. Parce que moi, j'étais dans ma lignée des 9 heures, donc 9 heures sur... j'avais mis 9 heures au Lofoten avant d'arrêter, on s'est fait arrêter au bout de 9 heures sur la montagnarde, bien qu'on soit reparti le lendemain. Et là, j'y ai même pas pensé en fait aux 9 heures. Mais voilà, j'avais besoin d'exorciser un peu tout ça. Et voilà, du coup maintenant c'est fait. Et je peux partir direct sur les hospitaliers de 200 km, l'esprit très serein et très en confiance. Parce que comme vous le voyez maintenant, mon nouveau terrain de jeu là, il est quand même assez sympathique. Et ce matin, je vais aller me balader un peu ici, 20 km, 1000 de D+. Voilà, il y a de quoi faire. Bon, après, forcément, il y a eu de la grosse prépa niveau sac, hein, vous avez vu la vidéo, c'est quand même un trail qui demande énormément d'affaires obligatoires, hein, parce que c'est un trail en montagne, donc la météo peut changer du tout au tout. Et d'ailleurs, la météo, c'est la transition, on va en parler juste après que je vous dise que mon sac pesait environ 6 kg, voilà, avec l'eau chargée. Donc la météo, parlons-en. On a eu beau, alors on attendait des grosses chaleurs et un risque d'orage en fin d'après-midi du samedi, alors non, du vendredi. Pour info, on est parti le vendredi à 6 h du matin et on est arrivé du coup le samedi à 23h25. Voilà. Du coup, on a des risques de pluie et d'orage sur la fin de la deuxième journée, de la première journée, je vais pas y arriver, du vendredi soir. Mais globalement, on savait qu'il allait faire très beau, on savait qu'il allait faire très chaud. Et regardez, j'avais un magnifique bronzage de mer et voilà, j'ai pris un magnifique bronzage de t-shirt. Alors ça, je m'en suis pas rendu compte sur la course. Je m'en suis vraiment rendu compte le lendemain, le dimanche, quand j'ai pris ma deuxième douche, pas la douche d'après-course, mais la douche du lendemain. Où effectivement ça me piquait un petit peu partout, donc effectivement on s'en est pas rendu compte parce qu'on a avec l'altitude on ressent pas tant la chaleur, autant dans Grenoble il faisait 32 degrés, nous on n'était pas sur ces températures là, on était toujours en hauteur. Bon, c'est vrai que quand on redescendait un peu dans les vallées il faisait plus chaud, mais c'est aussi ça qui est cool sur l'échappée belge, c'est que tu vois pas un village des 150 km, hein, tu es vraiment isolé dans la montagne et tu passes par 2 stations de ski au pire, mais globalement ouais, tu vois pas grand chose, donc tu redescends jamais vraiment trop bas. Et en fait, il y a toujours une petite brise, un petit machin qui maintenait du coup des bonnes conditions climatiques, même si je pense qu'on est quand même beaucoup plus chaud le deuxième jour. Hein. Le deuxième jour, on a eu vraiment plus chaud parce qu'on a eu de la chance d'avoir quelques passages nuageux le premier jour, ce qui a empêché de se faire cramer totalement. Et le second jour, effectivement, on a cramé un petit peu plus. Et puis il y avait du monde, mais c'est pas vrai. Alors par chance, il y avait beaucoup plu dans la semaine dans Beldon, donc ça a fait qu'il y avait beaucoup de sources partout. Et on a pu boire et se rafraîchir comme il fallait tout le long de la course, même s'il y a vraiment un passage où ça a été très difficile parce qu'il n'y avait vraiment pas d'eau pendant un bon gros moment, donc on est quand même resté quasiment 5 heures sans eau, sans pouvoir se ramasser de l'eau. Et voilà, du coup je fais la petite transition alimentation et hydratation, c'est parfait, on dirait que tout est prévu dans cette vidéo. Alors l'échappée belle, hein, vous le savez bien, c'était un gros morceau, hein, il y avait quand même 11 ravitaux quand en comptant l'arrivée. Il y avait 2 points d'eau normalement, mais qui a été évolué en ravitaillement, donc ça c'était quand même une bonne surprise. C'est toujours positif quand tu t'attends à avoir que de l'eau et qu'il y a de la bouffe. Il y a le deuxième point d'eau qui était un ravito aussi, en fait il n'y avait pas eu de point d'eau, juste point d'eau. Ils ont juste rajouté un point d'eau en plus à un endroit où justement en section. Mais bon voilà. Bon globalement, on a rechargé nos flasques. Alors, c'était 1,5 litre obligatoire. Moi, j'avais pris 1 litre plus une flasque de secours que j'ai rempli le deuxième jour. J'ai pas rempli le premier jour, j'ai rempli le deuxième jour vraiment. Et au départ, je me suis dit que ça allait être difficile parce que dès la première montée, donc on avait 16,7 km avec 1006 de D+, quasiment. On s'est pris une grosse chaleur, hein. Il y a déjà quelqu'un qui a souffert de déshydratation au premier ravitaillement. Et ouais, non, on a eu très chaud et du coup j'étais très inquiet pour le reste de la course, mais globalement en fait, je sais pas pourquoi on a eu si chaud là, peut-être parce qu'on était vraiment bas en altitude et que du coup il était très chaud et qu'après une fois qu'on a fait 1005 plus après on est monté à 2009 à la croix de Beldon, il était beaucoup plus frais. Hydratation du coup, quasiment tous les ravitaux, on a rempli les flasques, on a bu beaucoup et dès qu'on avait un cours d'eau, je pense qu'on a saisi l'occasion de boire ou de se rafraîchir ou de mettre la casquette ou de prendre son gobelet ou de recharger ses flasques. Bon voilà, je veux dire, on a beaucoup bu sur cette course. Je pense qu'on a bu pas loin quand même de 15 litres, hein. Bon après vous allez me dire sur 40 heures 15 litres c'est assez lissé, mais ouais, non, c'était important de bien s'hydrater. En plus au ravitaillement il y a des petits sirops, bon, du coca, il y avait de la ceinture, hein, bien sûr, et du coup on pouvait un peu moduler tout ce qu'il fallait. Je sais que Fred aime bien remettre un peu de sirop dans ses flasques pour changer un peu le goût. Moi je suis resté à l'eau toute la course, donc pas de boisson isotonique, pas de boisson glucidique, rien du tout, j'ai fait que de l'eau. Niveau alimentation, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais tu peux filmer quand tu manges? J'ai pas filmé quand je mangeais.
J'ai filmé quand je mangeais à la base de vie, donc au kilomètre 63 on avait une base de vie. On s'est arrêté 1 heure, 45 minutes. Voilà, on a pris le temps de prendre une douche, de changer, de manger et tout ça, et puis de repartir. Puis on avait croisé des copains, donc on les a attendus, on est reparti avec eux. C'est le seul moment où j'ai mis une sous-couche, parce que dans la base de vie il faisait très chaud, dans le restaurant de la base de vie, et du coup je l'ai enlevé genre 3 minutes plus tard parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Et voilà, juste pour info, toute la nuit on l'a passé en t-shirt, on a juste remis des manchettes, mais on n'a vraiment pas eu froid sur la course, quoi. Ça, on a eu de la chance aussi pour ça. Du coup, niveau bouffe, base de vie, donc j'ai mangé, j'étais reparti avec des pépitos que j'avais mangé en termes de dessert à la base de vie, et que j'ai dû remanger dans la descente après Moretan, dans la neige. J'ai mangé mes pépitos là, c'était pas le meilleur endroit pour manger des pépitos, mais bon, ça passait. Et j'ai mangé du Dinosaurus à la deuxième base de vie, mais ça j'en parlerai dans la gestion des arrêts. Deuxième base de vie où on s'est pas arrêté longtemps, j'ai mangé juste des Dinosaurus, et j'ai dû manger ma première barre qui venait de mon sac, du coup de ce qui venait de mon sac au bout de 37 heures de course au col du Grand Chat. Voilà, alors je sais pas pourquoi, parce qu'on restait quand même très longtemps entre deux ravitaillements, hein. Je pense qu'il restait plus de 5 heures en moyenne, entre 4 et 5 heures entre deux ravitaillements quand il y avait 17 km. Mais je sais pas, j'avais pas faim, je mangeais bien au ravitaillement, j'avais des soupes, je mangeais du pain, des tucs, comme d'habitude, hein, le ravitaillement de course. Et je sais pas, la fin n'est jamais venue. La fin s'est pointée au début, le ravito est arrivé, puis la fin est revenue, puis le fromage s'est éteinte. Et en fait, j'ai jamais eu faim, et je suis rarement arrivé à ravito, à part à Super Collé, où j'avais faim vraiment, mais jamais au point de prendre la décision de manger quelque chose en fait. Donc encore une fois, le corps est très surprenant là-dessus, c'est-à-dire que niveau ressources, je sais pas où est-ce qu'il a puisé, hein, parce que vous voyez bien mon gabarit. Par contre, si je faisais une vidéo avant-après de mon corps, effectivement, bon, ça a puisé, ça il n'y a pas de secret, hein. Il fallait bien les prendre quelque part, mais voilà, en tout cas, ouais, niveau bouffe, j'ai mangé une pâte de fruits et une demi-Clif Bar, voilà, c'est tout ce que j'ai mangé, ce que j'avais dans mon sac, et des Dinosaurus et des pépitos aux bases de vie, mais ça c'était prévu. Du coup, transition, gestion, ravito, base de vie et tout ça. Donc la gestion des ravitaux, des bases de vie, des pauses. Petite parenthèse rapide du coup sur les ravitaillements, j'ai oublié de le dire, mais à chaque fois qu'on rentrait sur un ravitaillement, il fallait déposer ses bâtons à l'extérieur et se laver les mains. Voilà, il y a des petits trucs de solution hydroalcoolique pour se nettoyer les mains, parce qu'on ne mangeait pas dans le ravito avec les mains sales, très important. Alors comme d'habitude avec Fred, on est sur cette stratégie là de se dire que les ravitaux c'est 10 minutes, c'est pas plus que 10 minutes, et allez, non, en fait non. Du coup, en général, soit des bénévoles viennent gentiment prendre tes flasques et les recharger, soit quand Fred est un peu plus rapide que moi, il prend mes flasques et il arrive au ravito avant, il prend mes flasques, il les recharge pendant que moi je peux manger, parce que moi je mange un peu plus que lui. Mais sinon, voilà, les ravitos c'était 5-10 minutes chrono. Le temps de manger, de prendre 2-3. En fait, voilà, c'est ça la stratégie, c'est qu'on arrive, on recharge les flasques, on boit, on mange, on prend plein de choses, on part et on mange. Voilà, on marche et on mange. Ce qui évite de perdre beaucoup de temps, parce que vous savez que sur une course, hein, avec 10 ravitaillements, si vous arrêtez déjà 10 minutes, ça fait 100 minutes. Donc ça fait déjà 1h40 de perdu, entre guillemets, sur la course. Alors, le repos, c'est jamais perdu. Mais voilà, du coup, je pense qu'on s'est jamais assis vraiment au ravitaillement. On n'a jamais pris le temps beaucoup de se poser, sauf à la première base de vie. Alors pourquoi on s'est posé un peu plus à la première base de vie? C'est qu'on a pris une grosse claque. Déjà le col de la Vache nous a mis une grosse claque, et on a vu sur le profil qu'il y a une partie qui était très roulante de 4 ou 5 km. Sauf que quand un montagnard te dit c'est roulant, t'inquiète, tu vas y arriver, faut pas le croire. Moi j'ai perdu confiance en tous les montagnards, hein. Je pense que d'ailleurs mon nouveau slogan c'est ne fais jamais confiance à un montagnard qui te dit que c'est roulant. Voilà, et ça va être mon intro de vidéo, tiens. Et du coup, voilà, on s'est pris une grosse claque parce qu'on pensait arriver très vite au ravitaillement. Et puis là, tu vois la petite pancarte ravitaillement dans 5 minutes, dans 5 km. Et puis tu le vois vachement au loin. Mais en fait, tu dois suivre toute la combe et tout. Enfin bref, tu n'y es pas si facilement que ça. Et il y avait plein de cailloux. Enfin, c'était incourable. Et c'est comme c'était dans cette première descente-là qu'on s'était pris une première claque de petite peur comme ça sur le. Donc voilà, on a mis beaucoup de temps à arriver à la première base de vie, hein. On a mis 16 heures au lieu de entre 15h et 15h30 prévu. Et en fait, on a vraiment pris le temps. Enfin, on s'est dit que c'était le moment de se prendre le temps. La nuit arrivait.
Et on savait que pendant la nuit, on allait prendre les 2 gros morceaux de la course. Du coup, voilà, c'était important, mais ça, je vous parlerai après du profil de la course. C'était le moment où il fallait vraiment reprendre des forces et pour attaquer la nuit de la manière la plus sereine possible. Comme je vous le dis, on a eu de la chance, on est parti à 6h du matin, à 6h30 il faisait jour, hein, donc la première nuit elle n'était pas existante, mais bon voilà. Bref, après on a continué un peu ça, comme ça on a toujours continué à rester entre 5 et 10 minutes au ravitaillement. Et la deuxième base de vie, donc ravitaillement, je refais donc douche, première base de vie, donc douche, changement de vêtements, chaussettes, caleçons, t-shirt. Et deuxième base de vie, juste t-shirt, voilà, j'ai juste fait ça parce que mes chaussures tenaient la route, j'avais envie de les tester, c'est un prototype que je voulais tester vraiment plus long. Est-ce que j'aurais dû changer de paire de chaussettes? Sûrement, j'aurais dû le faire, mais voilà, on voulait pas s'arrêter trop longtemps à la deuxième base de vie et du coup on s'est arrêté, je crois 20 minutes maximum à la deuxième base de vie, puis après faire remonter une piste de ski, il faisait ultra chaud, il était déjà 10h mais on dégouline déjà, et il y avait le troisième gros morceau qui arrivait, et gros morceau qu'on s'attendait pas du tout à avoir de cette ampleur. Mais ça, du coup, j'en parle tout de suite sur le vécu des différentes parties de la course. De quoi je devais parler, j'ai oublié. Ah oui, la gestion de la course. Alors, l'échappée belle, c'était plein de gros morceaux. Le début était pas assez roulant en fait, on dit ça, mais c'est parce que c'était le début de course, hein, mais sur la première section on a pris 16 km avec 1006. Et puis après on a eu 2 autres sections pour monter jusqu'à 2009, jusqu'à la Croix de Beldon, hein, où c'était quand même un des plus beaux moments de la course, voilà, je le dis, on m'a demandé les meilleurs moments, je crois que la Croix de Beldon en fait partie, même si ça a été difficile de monter jusque là. En soi on n'a pas trop souffert du manque d'oxygène, hein, je veux dire, on n'était pas souvent très haut, en fait on faisait, voilà, c'était très similaire à l'UT4M, en fait, avec quelques passages communs, on passait toujours sur des parallèles qu'on avait prises à l'UT4M, mais on n'est pas vraiment passé sur les mêmes chemins, à part le refuge de l'Apra. Et voilà, j'ai plus le profil en tête et c'est une grave erreur, j'aurais dû prendre un profil avant de venir. Mais globalement, il n'y avait jamais vraiment de section roulante, quoi. Je vous dis, c'était toujours des gros morceaux, on s'est pris des cols, c'était toujours 600-800 mètres de dénivelé, c'était assez complexe, mais globalement, en fait, une fois, comme je vous le dis, une fois qu'on a trouvé notre rythme de croisière, ça s'est super bien passé. Donc on est monté Beldon, le pic, enfin la croix de Beldon, on est redescendu, ça se passait super bien, et après on a commencé à attaquer le sérieux du terrain, parce que voilà, ça commençait à peu près vers le 27e kilomètre, le gros sérieux, jusqu'au 117e. Et on savait que le terrain là, a commencé à être beaucoup plus complexe, on était plus haut, c'était plus de la forêt, c'était de la caillasse, du pierrier, hein. Beldon c'est du pierrier, hein. Mais les paysages ils sont sublimes, hein, je vous le dis franchement, vous l'avez vu dans la vidéo, hein, mais ça en vaut la peine, quoi, vraiment. Alors je sais pas si c'est une bonne idée d'aller randonner là-bas pour le plaisir ou en rando, je crois que c'est super long de traverser le GR, hein. Je crois que Vincent dans ses vidéos disait qu'il fallait 11 jours en théorie pour traverser tout le GR de Beldon, mais voilà, bref. Et on a commencé à entrer dans les premières grosses difficultés, donc on a fait 2 cols d'affilée, j'ai oublié le nom du premier, truc de fer, le truc de je sais plus, c'est dans la vidéo. Et après franchement moi le col de la vache ça a été ma première grosse claque parce que c'était du bloc gros comme ça. J'ai un grand respect du coup, d'autant plus pour les élites qui s'imposent un rythme assez haut et qui performe là-dedans, parce que franchement voilà, comme François Daen l'a souligné, hein, c'est 25 km de moins et tu mets 4 heures de plus que l'UTMB, donc ouais, effectivement ça rigole pas comme terrain, mais autant nous on descendait tranquille parce qu'on n'était pas pressé, mais là quand tu dois t'imposer de finir premier ou de te mettre un rythme, voilà, je pense que quand même voilà, c'est une autre course, c'est une autre course. Du coup nous on est tout tranquille, hein, on a monté le col de la vache, on est descendu le col de la vache, c'est là qu'on s'est fait nos frayeurs, hein, je vous l'ai dit, c'est là qu'on a été dépité pour la première fois parce que ce long plat de 5 km était pas plat du tout, qu'on n'a pas pu courir. Après arriver au ravito, ça a été une tannée, ça a été long, enfin la base de vie, et du coup une fois qu'on arrive à la base de vie on était super content. On est reparti avec 2 autres copains normands qui étaient avec nous, donc ils étaient en course en duo, et on les a perdus dans la première grosse difficulté de la course qui était, je m'en souviens plus, la montagne, le sommet de quelque chose, je le note comme ça, voilà, c'est bon. Et c'était globalement, on s'est pris une grosse tartine, mais dans la forêt. Il faisait nuit, c'était la deuxième nuit, enfin la première nuit. L'avantage de la nuit, c'est que tu vois pas où tu vas, tu vois pas la difficulté. Tu montes, tu suis le chemin, on avait un peu les pieds dans l'eau et tout ça, mais tu vois pas.
Et pas voir, d'un côté, c'est rassurant. C'est chiant parce que tu sais pas où tu vas et combien de temps tu vas monter. Encore, tu as ta montre. La chance d'avoir des altimètres sur les montres, c'est de savoir à peu près que si tu dois monter 1002, bah, tu montes tes 1002. Donc on arrive, on monte, on redescend le petit morceau. On a passé la soirée, une bonne partie de la soirée d'ailleurs avec Erwan, hein, qui était très sympa, qui nous a fait jardiner un petit peu, on s'est perdu juste un moment. Donc voilà, question balayage, c'était globalement bien foutu, on s'est pas perdu beaucoup. Pareil, c'est comme d'habitude, hein, ça dépend des sections parce que c'est quel baliseur à baliser. Mais non, globalement, c'était bien foutu, on n'a pas eu de soucis, on s'est perdu qu'une seule fois, peut-être deux max, mais bon voilà. Bon. Et on arrive dans la petite bergerie, donc le meilleur ravito du monde, hein, la bergerie, donc, mais ce que c'est avant le col de Morétan. Et je vous décrirai Morétan après. Mais voilà, petite bergerie, on s'est posé, je crois, on s'est vraiment assis pour la première fois. Là, on a pris le temps parce qu'on savait qu'il y a un très gros morceau qui arrivait, on était en plein milieu de la nuit. Plein milieu, en fait, j'en sais rien, mais bon, il devait être tard, bon, il faisait nuit. On est arrivé au petit matin, on a mis 2 heures à monter, donc il devait être 3-4 heures du matin quand on est arrivé à la base de vie de la bergerie. Et du coup, bah voilà, on s'est posé, on a pris une soupe, plusieurs, on a pris de la purée de fruits qui était excellente, voilà, ça c'était génial. Et je parle pas de ça, mais de l'hygiène, parce qu'à chaque ravitaillement il fallait se laver les mains, c'était très important. Et donc on était dans la bergerie et on a retrouvé nos copains qui nous ont rejoints un peu plus tard, avec qui on était à la base de vie, mais on était commencé à partir avant, et on a attaqué Morétan. Donc Morétan, c'est un gros morceau de 1400 mètres de dénivelé positif sur 6 km. Donc au début ça va, c'est plutôt des chemins, mais c'est quand même pas mal. Et ça se termine par de la caillasse, du col de la Vache en plus droit. Voilà. Et en soi, c'était pas difficile, c'est pas si difficile. Enfin, c'était difficile, mais comme je vous le dis, là on s'était mis un groupe, on était 5 ou 6 trailers. On s'était alignés, parce que la nuit, vous savez bien, on cherche un peu de réconfort. Donc on s'était mis ensemble, puis on faisait une chenille, on se suivait, on marchait. Après, il y a eu un petit checkpoint avec de l'eau, donc il y en a qui sont partis. Et nous, on a continué à 3 pour finir à 2 avec Fred, jusqu'en haut de Morétan. Et là, la surprise était qu'en haut de Morétan, on avait le lever de soleil, donc c'était tout beau, tout rose au loin. Et c'était assez mignon. Et là, on savait au fond de nous qu'on avait passé les parties les plus techniques de la course. Donc c'était assez rassurant, on avait fait plus de dénivelé, plus de la moitié du dénivelé. Et du coup, il restait dans mon idée plus grand chose. Mais ça a été un peu la surprise de la section d'après. Donc sur la redescente de Morétan, on avait un petit ravito que j'ai pas du tout filmé. Pourtant c'était très beau, c'était des grandes prairies avec des patous partout. Et c'était super sympa. Et après on arrivait à Supercolé. Et Supercolé, c'est pareil, comme pour la base de vie, ça a été ultra long d'arriver à Supercolé, quoi. Parce qu'on l'a vu 5 km avant et on a fait tout le tour de la combe pour pouvoir arriver à Supercolé. Supercolé, on a fait ça, hein. Bon, il y avait de la musique et tout, c'était bien. Mais piste de ski, on est remonté. Et là on a attaqué, je pense pour moi, en termes de vécu, c'était pas la pire. J'ai pas eu de mauvais moment en fait dans cette course, mais je vais pas tomber. Il y a un trou derrière. Mais ça a été très long. Voilà, moi je pensais que sortait le Morétan, ça y est, on avait fini. Et quand je voyais le profil, effectivement, on avait un pétard de 3, enfin une montée en 3 fois. Ça faisait quand même 1006 de D+. Mais c'était assez long. Et en fait, on est arrivé en haut, je pensais qu'on descendait juste quand on montait en face, tu vois, une naïve que j'étais, et à Clarens du coup. Et puis en fait non, on est redescendu vraiment tout en bas, mais tout en bas, puis on est remonté. Puis arrivé là, je fais Fred, c'est bon, on a fait la moitié. Puis en fait, je me dis, c'est peut-être que la première sur les 3. Effectivement, c'était la première sur les 3. Et du coup, il y a les 57 qui commençaient à passer, donc c'était un peu chiant parce que comme tu vas moins vite, tu te pousses. Du coup, ça te casse ton rythme parce que tu n'avances plus. Arrivé donc en haut de cette première, de ce premier tiers, il y a eu un point d'eau parce qu'il n'y avait pas d'eau avant le ravito. Et du coup, après, on a juste couru. Alors moi, on n'a jamais couru dans cette course. Mais on a marché le long des cols, on s'est repris un deuxième gros pétard, un peu stabilisé, et le troisième gros pétard. Et après, on est redescendu enfin jusqu'au ravito. Et là, pareil, même correction. On dit, ravito, c'est dans 6 km. Puis tu avances de quelques kilomètres. Ravito, c'est dans 5 km. Puis là, tu le vois au loin. Encore, tu entends la musique. Ça, c'est le ravito populaire. En plus, il y a toutes les voitures garées et tout. C'était super. Non, mais c'est là qu'il y avait de la musique d'ailleurs. Je sais pas avant. Et ce Supercolé, c'était la base de vie. Ça y est. Et du coup, on pensait qu'on y serait vite et on n'y était pas vite du tout. Et c'est pareil, c'est un chemin quand un montagnard te dit que c'est roulant.
Enfin, si t'es montagnard, c'est roulant, mais si t'es un pauvre normand et un pauvre nordiste, c'est un peu moins roulant. Mais, mais en tout cas, voilà, on est arrivé à la base de vie et il y avait de la pastèque et du melon. Donc ça, c'était super. Et il restait surtout plus que 34 km. Donc 17 bornes avec 800, 13 bornes avec 400. Et on s'était dit, on arrive au ravito d'après, avant la nuit. Bon, alors déjà, là, nos pronostics, ils commencent à être un peu cramés parce que les 40 heures, ça commençait à devenir tendu, même si au début, on était vraiment bien, on a vraiment perdu beaucoup de temps dans les descentes, en fait. Et on a franchi le premier col, c'était super, on a remonté encore une pseudo-piste de ski. Et on est après, il y a une grande descente. Donc là, les pieds commençaient un petit peu à chauffer. Voilà, en fait, physiquement, ça a été nickel du début à la fin. Et la deux dernières descentes, donc 1002 plus 400, ça, moi, ça m'a achevé. Forcément, hein, ça fatigue, le corps fatigue, donc bon. Et la montée du sommet du Grand Chat s'est super bien passée. On y était tout tranquille. Hein. On a été super tranquille. Ça s'est super bien passé. Arrivé en haut, il fallait redescendre. C'était globalement le dernier gros sommet, donc on était content. Et après, il fallait redescendre jusqu'à le dernier ravito. Mais c'était une descente qui était abrupte et qui s'allégeait. Donc c'est vrai qu'on a pu courir. Et là où on avait prévu 9 heures finalement pour terminer la course, on s'est vu qu'on allait potentiellement faire beaucoup moins. Et puis l'idée nous est venue de dire qu'on allait peut-être finir avant minuit, quoi. Donc à moins de 41 heures, 42 heures. Et c'est devenu un objectif. Donc on est arrivé au dernier ravito avant la nuit, donc ça c'était plutôt cool. Parce que surtout qu'on n'a pas voulu sortir les frontales avant d'arriver au ravito. Non, franchement on pouvait, parce que ça s'est fini sur un petit faux plat. Et on a eu une lumière dans la descente qui était fantastique, quoi. Le soleil était juste rasant, il y avait des ombres monstrueuses. Et nous qui courions dans la forêt avec, quand il y a un passage, tu voyais les ombres, c'était super joli. J'ai pas eu la présence d'esprit de le filmer, mais Vincent Godin a filmé ces beaux moments-là. C'est là qu'on l'a croisé d'ailleurs. Et du coup, le dernier ravito, on a fait fi, ça pareil, on est resté 5 minutes. On s'est pris les 400 des plus, le plateau, les 400 des moins. Et la fin, voilà, c'était quand même des grosses descentes. Et ça a quand même fait chauffer vachement mes pieds. Et c'est là que en fait, j'ai commencé à avoir des ampoules partout. C'est autant sur toute la course, ça s'est bien géré, que sur la fin, ça a fait mal. Et puis après, t'oublies la douleur, hein. De toute façon, t'as pas le choix. Enfin, je veux dire, t'es moins de 10 km de l'arrivée, tu débranches ton cerveau et tu y vas. Du coup, le bilan physique, ça va être la suite de cette section. Et puis voilà, et on en terminera là, je pense. Donc physiquement, écoutez, comme je vous l'ai dit, on a eu de la chance de ne pas vraiment avoir de nuit, pas deux nuits, deux chiffre 2, parce qu'on est parti à 6h du matin, qu'il faisait quasiment jour tout de suite, qu'on n'a pas eu la chance de ne pas avoir besoin de prendre la navette. Je remercie d'ailleurs nos hôtes de nous avoir accompagnés à la voiture, parce que la navette c'était 3h du matin, arrivé 4h30 pour un départ à 6h, c'était super tôt. Là on a fait une nuit quand même de 7h, à 21h on était au lit, on s'est levé à 5h moins le quart pour arriver au départ à 6h, voilà, et on a fait une super bonne nuit. Et franchement, il y a personnellement, mais je pense que Fred aussi, zéro coup de mou, zéro coup de moins bien dans la course. Franchement, la course est gérée de A à Z de manière super bien. Bon, après on a eu chaud, mais ça globalement, il y a vraiment un bon rythme, une bonne phase, une bonne vibe. Mais non, c'était cool. Et physiquement, voilà, pas de douleur. Sur montagnard, j'ai commencé à avoir vite des courbatures. Enfin, pas des courbatures, mais des tensions dans les cuisses. Que là, franchement, jusqu'au moins au kilomètre 120, nickel. Bon, bien sûr, je commence à avoir les pieds qui chauffent comme d'habitude sur les fins de course, mais globalement, rien d'ingérable. Et puis, les deux dernières descentes, donc les 1002 plus les 400 de la fin, dans du terrain quand même assez hardcore, sortie du col de Clarens déjà, non, je veux pas de soleil. Sortie du col de Clarens, ça a commencé déjà un petit peu à brûler, parce que la première descente, puis après la deuxième, bref. Et en fait, c'est vraiment sur les dernières descentes qui étaient beaucoup plus abruptes où j'ai commencé à chauffer. Donc globalement, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 ampoules. Les deux extérieurs des talons, qui étaient des ampoules assez conséquentes, mais ça c'est les descentes en fait. Moi je talonne pas en descente normalement, mais là fatigue oblige, tu talonnes, et puis c'était des grosses descentes, donc forcément le pied à la fin, le talon il frotte au fond de la chaussure, donc deux intérieurs, deux extérieurs. J'ai retrouvé ma belle ampoule de devant de pied, vous saviez, sur mes orteils comme j'avais eu à l'UT4M, mais ça c'est parce que j'ai les pieds qui frottent un petit peu, donc sauf elle est pas douloureuse du tout.
Et la pire, je pense, c'est celle que j'ai eue. J'en ai une sur la plante du pied, vraiment à l'avant de la plante du pied. Je pensais pas que j'avais une ampoule. Et c'est en fait quand j'ai pris ma douche que je me suis rendu compte que j'avais une ampoule. Mais alors, j'ai toujours les pieds qui chauffent à cet endroit-là pendant les courses, mais jamais au point d'avoir des ampoules. Et je pense que les dernières sections m'a achevé ma plante de pied en fait. Bon voilà, ça c'est pour les ampoules. Physiquement, musculairement, franchement, le sac, ça pèse, 6 kg de sac pendant 40 heures, ça pèse. Mais ça, c'est gérable. Les cuisses, les mollets, rien du tout. Lendemain, petite, je dirais même pas une courbature, mais un truc de fatigue du lendemain quand tu as dormi, quoi. Donc du coup, le lendemain, enfin, après, on a dormi que 4 heures pendant la nuit, mais voilà, j'ai fait le temps de faire une petite balade de 2-3 km pour se remettre en jambes et c'était réglé. Et puis après, de la fatigue physique, forcément. Alors mon corps, il m'a lâché. On est arrivé samedi nuit, mon corps m'a lâché jeudi soir. Ouais, il a mis du temps. Parce que je suis allé courir jeudi et je me suis pris une grosse claque, ou vendredi. Et je me suis pris une grosse claque après cette course. Enfin, après ce footing là. Là ce matin, donc une semaine plus tard, la course, donc on est dimanche, je suis allé courir 20 bornes avec 1002 D+. Voilà, je sens qu'il y a encore de la fatigue dans les jambes, mais globalement tout va très bien. Voilà, donc effectivement physiquement, je me serais pas préparé à aller repartir là, mais il va falloir que je trouve un truc pour les ampoules, parce que si on veut faire les hospitaliers 200 plus 75, il va falloir prendre soin de ses pieds. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Laissez-moi double checker ma liste, mais globalement je crois que on est pas mal. Voilà, je dirais juste, voilà, comme je l'ai écrit, la morale de la course, c'est ne faites jamais confiance à un montagnard quand il vous dit que c'est roulant. Et c'est magnifique comme ça. En tout cas, pour faire un petit bilan rapide, l'échappée belle, franchement, c'est une course merveilleuse, aussi belle que difficile, à pas mettre sous toutes les semelles. Franchement, c'est pas une course qu'il faut venir, voilà, il faut se préparer. Alors, on n'a pas pris de bâton, comme vous l'avez vu. Très peu de personnes ne prennent pas de bâton sur cette course, mais moi je préfère maintenant évoluer sans bâton, mais voilà, si vous avez besoin, prenez des bâtons parce que ce sera pas de trop. Après c'est dangereux parce que c'est très technique, mais bon voilà, c'était une course quand même merveilleuse, à 149 km de folie, des décors à couper le souffle, une orga au top, franchement des bénévoles super sympas, des bons petits plats, toujours des bons petits plats. Et voilà, donc voilà, un conseil, si vous voulez y aller, allez-y. Soyez conscient de la difficulté de la course. Ne vous engagez pas sur le format long. Franchement, même si vous avez déjà de l'expérience sur du trail long, on parle de l'échappée belle. Donc voilà, c'est un top 5 de difficulté. Et voilà, globalement, restez humble face à toutes ces difficultés et à l'écoute de votre corps, parce que voilà, c'est un gros morceau. Bon voilà, j'espère que ce gros débrief qui doit être bien long, parce que là je le sais pas, mais à mon avis il doit être bien long, vous a plu. Nous on part du coup en direction, pas de l'Infernal des Vosges, du coup ça c'est zappé. Moi je vais aller sur la Lesia Trail pour accompagner une amie, et du coup les hospitaliers. Je trouverai peut-être un petit truc entre deux. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour tous vos commentaires sympathiques, votre soutien pendant la course, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.